Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci à toi. Alors, comment définirais-tu la singularité ? La singularité, c'est quelque chose de vraiment très très important dans le cheminement de tout être humain. Alors c'est vrai que Jung a beaucoup parlé d'individuation, la façon dont nous pouvons réussir progressivement à nous connaître tels que nous sommes et à exprimer cette spécificité de notre être profond, non pas notre moi, mais notre soi, si je garde les termes jungiens, de sortir de cette personne apparente, ce personnage social, pour aller vers la profondeur de qui je suis vraiment, de l'être que je suis, et qui est toujours un être en évolution, qui est toujours un être en train de se créer et se manifester, dans une unicité. C'est-à-dire que chacune et chacun de nous, nous sommes uniques, et c'est dans cette unicité que nous allons réussir à exister, non pas seulement à vivre, mais à exister, et à nous affirmer non pas dans un sens d'écraser les autres, mais d'exprimer qui nous sommes et justement quelle est notre singularité. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité et l'unicité de notre être? Et ce n'est pas donné d'avance. Souvent, on dit j'ai besoin de me trouver. Alors, pourquoi pas? C'est une idée parce que ça lance la recherche. Hein. Mais en fait, c'est surtout, je vais me créer. Je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Et je suis en train de me créer chaque jour, dans chaque rencontre, dans chaque lecture, quand je regarde un film, quand je contemple la nature, quand je dors, enfin, dans mes rêves, il y a un processus continu de création chez chacune et chacun de nous qui contribue à notre individuation. Alors, c'est important de bien faire la différence entre individuation et individualisme. C'est pas parce que j'essaye d'exister en tant que moi-même, en tant que personne, l'être profond que je suis, que je ne vais pas prêter attention aux autres et que je vais croire que je suis meilleur ou irremplaçable ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans le sens de l'orgueil, de la vanité, de la mise en avant de sa petite personne sociale. C'est vraiment, je pense, dans la destinée humaine, c'est-à-dire que nous avons un passage sur Terre et que dans ce passage sur Terre, dans cette incarnation, nous avons besoin fondamentalement de nous réaliser, de nous accomplir, non pas en faisant ce que les autres attendent de nous, mais en créant l'être et la vie que nous souhaitons être et vivre. Donc la singularité, c'est vraiment très important parce que ça ne ressemble à rien. Comme toute création, on ne sait pas à l'avance de quoi il en retourne, de quoi il s'agit vraiment. C'est, comme je le disais, à tâtons, au jour le jour, au quotidien, dans des petites choses et surtout dans les rencontres qui peuvent être des rencontres physiques avec des végétaux, des animaux et des humains, mais aussi des rencontres avec des auteurs du passé ou des musiques du passé. Enfin voilà, toute cette culture qui existe nous permet petit à petit, dans la rencontre et la confrontation, une confrontation qui n'a pas besoin d'être un combat, mais dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la rencontre, ça nous permet de nous révéler. Voilà. Je pense que la singularité, c'est le fruit d'une révélation qui vient non pas parce que je contrôle, que je maîtrise, que j'ai fait un plan de carrière, mais qui vient progressivement, par surprise, par menu surprise, me révéler à moi-même et aux autres. Parce que parfois dans l'amitié ou dans les liens de travail ou des liens de discussion, ce que nous dit l'autre, que ce soit sur nous-mêmes ou sur autre chose d'ailleurs, nous révèle aussi dans les résonances qu'on en ressent,
finalement, la vie nous révèle à nous-mêmes, et plus nous osons cette singularité, cette spécificité et cette unicité, sans savoir ce qu'elle est au départ. Il ne s'agit pas d'une identité, il n'y a rien de figé, c'est un processus créatif. Plus nous osons ce processus, ce cheminement, plus nous créons et découvrons en même temps, c'est vraiment le processus création-révélation, cette singularité qui est la nôtre, et dans laquelle finalement nous sommes inaliénables. On parle beaucoup de liberté en ce moment, et c'est très important, la liberté, mais elle n'est pas que politique. Bien sûr qu'elle a besoin d'être politique et garantie par les démocraties, ce qu'elles ont du mal à faire en ce moment, mais j'ai bien confiance que les libertés auront toujours le dessus, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas vivre sans sa liberté. Néanmoins, la liberté n'est pas que politique. Elle est aussi dans la façon que j'ai d'être avec moi-même dans un processus de découverte et de création, et non pas dans un processus et dans une forme d'aliénation aux idéologies de la société ou de la culture ambiante, et notamment de la culture de masse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les idéologies religieuses, il n'y a pas que les idéologies politiques, il y a aussi maintenant des idéologies de la psychologie du développement personnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, Osez votre singularité, c'est pour nous aider à avoir l'audace et le courage de suivre notre chemin quel qu'il soit, sans essayer ni nous efforcer de répondre aux attentes des autres ou aux injonctions de la société, quelles que soient ces injonctions. Et justement, quels sont les facteurs qui peuvent nous éloigner de notre singularité ? Il y en a beaucoup. Alors, il y a les croyances qui nous sont inculquées par la famille ou le milieu social dans lequel on est, ou même, comme je le disais, les médias. Il y a les valeurs. Les valeurs, ça peut être très très bien, la question n'est pas là. Mais il y a des valeurs qui nous sont inculquées par éducation ou par le biais de la publicité ou de certains discours, et qui finalement sont pas les nôtres. Mais j'ai, page 18 du livre, fait une liste non exhaustive, parce qu'elle est beaucoup plus grande, de toutes ces entraves qui nous empêchent de révéler et créer et déployer notre singularité. Et en fait, on se rend compte que ce sont souvent des principes, comme par exemple l'indépendance absolue, devoir se suffire à soi-même, se débrouiller tout seul. Ça, c'est un empêchement. Le rigorisme critique, avare de compliments. Les gens qui sont dans le « ce n'est jamais assez », on peut toujours mieux faire. Le perfectionnisme, même s'il est masqué derrière l'amour du travail bien fait, l'indifférence, le désintérêt pour autrui. Les gens peuvent être courtois, apparemment sympathiques, et sans s'intéresser vraiment à nous. Le refus de s'exprimer aussi. Il y a des personnes qui restent beaucoup en retrait. Alors, moi, je suis timide et plutôt réservé, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Donc, je pense que c'est important de s'exprimer, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le monde. Il y a aussi toute cette question de la sécurité. Le principe de sécurité comme l'épargne, la précaution, la peur de l'imprévu, les adages comme un tien vaut mieux que tu l'auras, ou lâcher la proie pour l'ombre, tout ce qui nous empêche en fait de nous lancer dans quelque chose, et peut-être la peur de l'échec aussi est une entrave très importante. Les personnes qui croient qu'on doit toujours travailler, que les loisirs, la distraction et la détente, le repos ne sont pas bons. Il y a aussi des systèmes et des familles qui prônent la dureté, la froideur, etc., où il n'y a absolument pas de tendresse, d'affection. Des personnes qui rejettent les contacts physiques, alors en période de pandémie, c'est renforcé. Et puis, toute cette culture qui n'aime pas la fragilité, la vulnérabilité, qui refuse les défauts, les limites. Il faut toujours se montrer sous son meilleur jour et faire croire qu'on n'a aucun défaut, aucune limite, aucune fragilité. Et enfin, dans cette liste, après, il y a beaucoup d'autres choses possibles, le fatalisme. Le fatalisme qui est souvent utilisé pour justifier ses manquements ou ses démissions ou ses complaisances, mais aussi son renoncement à changer le monde. Je pense que dans la singularité, il y a un désir profond, en tout cas lié à la singularité de chacune d'entre nous, il y a un désir profond de changer le monde, et que c'est le moteur de l'humanité, que depuis l'aube de l'humanité, nous avons à la fois ce besoin, ce désir de se dire, bien sûr, c'est formidable ce que je suis en train de vivre et la société dans laquelle je vis et le monde tel qu'il est, formidable par moments, moins formidable par d'autres. Mais de toute façon, même si c'est formidable, on peut toujours apporter sa contribution pour améliorer
les choses, nos existences, nos relations, nos communautés, notre société, etc., et aussi les instances politiques. Et que le fait d'être dans ce processus de création, découverte-création de sa singularité contribue directement et indirectement à la transformation du monde. Et puis l'image qui me vient, c'est cet effet boule de neige. Oui. Tu sais, enfin voilà, je me dis, parce que je le vois, je suis quand même, j'ai adopté, je me permets juste d'intervenir, mais tu vois, j'ai à un moment donné décidé d'aller à la rencontre de ma singularité, et justement, comme tu le dis, j'ai découvert au fur et à mesure même des choses que j'ignorais totalement de ma personnalité, de ce qui pouvait me constituer. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on emprunte ce chemin, on rencontre d'autres personnes qui sont dans cette même dynamique. Et du coup, il y a vraiment cet effet boule de neige comme cet entrain. Et en fait, on est de plus en plus nombreux sur ce chemin. Donc, c'est l'image qui me venait. Ouais. Oui, exactement. Et ça, c'est très important de le souligner. Merci, Sophie. Et surtout, interviens autant que tu veux parce que c'est passionnant de pouvoir dialoguer et débattre comme ça. C'est très important parce que souvent, au début, quand on a peur de se lancer, c'est parce qu'on est seul. C'est parce qu'on est seul et qu'on n'ose pas justement sa singularité. Et dès qu'on se lance, comme tu le dis, on va petit à petit rencontrer ou apercevoir peut-être de loin, mais c'est déjà beaucoup, des personnes qui se lancent aussi et qui expriment leur singularité et on se dit ouf, je ne suis pas toute seule ou je ne suis pas tout seul. Donc surtout essayons de le faire dans cette. Moi j'aime beaucoup l'image de la farandole que j'ai utilisée un certain temps pour les personnes hautement sensibles, mais c'est valable pour toutes les personnes de bonne volonté, les personnes qui ont le courage d'exprimer leur singularité. C'est-à-dire que dès qu'on commence à se mettre à danser, pour continuer dans la métaphore, eh bien il y en a d'autres qui vont danser avec toi, et ça c'est fabuleux, c'est très joyeux. Ouais, tout à fait, exactement. Et comment savoir si nous sommes authentiques avec nous-mêmes et avec les autres? Oui, ça en découle. Je pense que oser se lancer, accepter ce mouvement de découverte-création de sa singularité, d'expression de sa singularité, c'est vraiment ce qui est fondamental dans toute la culture de l'humanité, c'est penser par soi-même, se déterminer par soi-même. Et c'est ça la liberté suprême, penser par soi-même, se déterminer par soi-même, ce qui n'empêche pas de faire des choses avec les autres et pour les autres, mais dans une très grande liberté intérieure. Et c'est dans l'usage et l'exercice de cette liberté intérieure que je vais pouvoir aussi être non seulement singulier, mais authentique. Et on voit là que tout est lié. Création, singularité, authenticité, tout ça c'est lié. Et que si on loupe un peu le chemin de l'une ou de l'autre, on risque de louper l'ensemble. Et c'est pas grave du tout. Il y a des sorties de route qui ne sont pas dramatiques puisque là c'est dans le domaine symbolique ou en tout cas psychique où il y a jamais mort quand on échoue, on risque rien. Et c'est bon de le savoir. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique? Eh bien, comme je le disais, c'est un peu toutes les idéologies dominantes des époques qu'on a traversées, parce qu'on est façonné depuis notre naissance. On baigne dans des cultures à la fois familiales, communautaires et sociales depuis notre naissance. Mais en ce moment, ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est que cette culture massive du développement personnel ou de la psychologie positive, qui ont de très bons côtés, évidemment, hein, c'est pas, je ne le nie pas, mais elles ont aussi leurs travers. Et c'est important d'oser mettre en évidence les travers de cette culture de masse, parce que ça nous aide. Alors, je vais en citer quelques-uns comme ça rapidement. On est toutes et tous d'accord sur l'importance de vivre dans la présence de ce qui se passe là maintenant, dans la conscience de ce qui se passe là maintenant. Mais c'est pas en faisant du moment présent une injonction qu'on aide les autres et qu'on s'aide soi-même. La nuance est là, mais c'est une nuance très importante du point de vue de la dynamique psychique. Que certaines repèrent que la présence dans l'instant ou la présence dans ce que je suis en train de vivre est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que je dois tout le temps être comme ça et que si je ne vais pas bien, je dois m'imposer quelque chose dans le sens de l'instant présent ou une autre de ces injonctions. Parce que, en fait, il y a dans nos êtres, corps, cœur et âme, il y a une immense sagesse.
l'humain est pétri d'une immense sagesse. Et ça pourrait faire un thème d'un autre podcast sur la spiritualité. Je sais que tu as eu la gentillesse de m'interroger déjà sur la spiritualité, mais là, j'y pense beaucoup ces derniers temps et je crois que cette immense sagesse dont nous sommes pétris, elle est finalement encore plus importante que les idées qu'on peut se faire sur la spiritualité. Et que dans ces moments difficiles, la présence à soi-même, elle n'est pas dans l'effort. Elle est dans le laisser faire, le laisser vivre, le laisser aller, le laisser être. Et que la singularité et l'authenticité sont là, dans ce laisser aller, laisser vivre, laisser être, laisser vivre, etc. Dans cette espèce de lâcher prise. Alors, j'emploie pas trop le mot parce qu'il a aussi été très, très utilisé. Mais enfin, c'est cette idée que finalement la vie nous porte. Il y a aussi une idée que je trouve assez contre-productive et puis peu favorable, notamment peu favorable à la révolution sensible, c'est trouver sa place. Je dois trouver ma place. Et je trouve il me semble que ça n'a pas de sens. On n'a pas de place. Nous sommes des pèlerins et des étrangers, comme le dit le proverbe, dans ce monde et dans cette vie. Nous sommes des nomades, même si on reste toujours au même endroit. Nous sommes toujours en mouvement. Et l'illusion de croire que je dois, bec et ongles, trouver ma place et la défendre après parce que les autres pourraient la prendre, ça nous remet encore dans la compétition, ça nous met encore dans la comparaison avec les autres et dans une lutte sans fin qui est justement ce dont on souffre le plus. La question n'est pas de trouver sa place, la question est d'exister, c'est tout. Et plus j'existe, plus j'aide les autres à exister, parce que l'existence, c'est justement symbolique et spirituel. C'est immatériel. Et si je suis dans cette dimension de l'existence, plus je vais exister dans ma singularité en acceptant qui je suis. Et j'insiste aussi dans le livre sur le fait d'accepter nos fragilités, nos vulnérabilités, nos limitations, etc. Plus je suis dans cette existence simple, cool, on va dire, parce que cool, c'est à la fois frais, mais ça coule dans la consonance en français. C'est-à-dire, c'est fluide. Et plus je suis dans cette fluidité, dans cette ouverture, dans cette douceur, dans ce naturel de la vie, dans cette simplicité, ce naturel de la vie, plus je vais aider les autres autour de moi à exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes et ensemble. Donc voilà. Et puis peut-être que ça pourrait aussi faire l'objet d'une autre discussion, mais je trouve que il y a beaucoup de communication violente chez les psys et je vois ta tête et tu as bien raison. Il y a beaucoup de communication violente chez les psys ou les prêcheurs du développement personnel ou les journalistes qui s'en réclament. On nous juge, on nous dit tu devrais faire ça ou tu n'as pas fait ci ou etc. Et par exemple le triangle de Karpman, qui est très utilisé parce que c'est vrai que quand on l'a découvert, on a trouvé ça intéressant et pourquoi pas, mais il est utilisé dans tous les sens et ça fait maintenant beaucoup plus de mal que de bien. Et sans entrer dans les détails, déjà parce que les trois termes en français, je les connais pas en anglais. Je suppose que ce monsieur était américain, en tout cas anglo-saxon, mais je ne connais que les traductions en français. Je me suis pas penché sur la question de ce qu'il a écrit en anglais. Victime, sauveur, bourreau sont déjà trois mots très violents. Ce sont des mots extrêmement radicaux. C'est pas parce qu'on aide quelqu'un, c'est pas parce qu'on essaye, même si après dans une thérapie on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'essayer d'aider tout le monde ou nos proches, etc. Et ça c'est une découverte qui se fait lentement et avec des mots qui peuvent être beaucoup plus jolis et beaucoup plus doux. C'est pas parce qu'on essaye d'aider quelqu'un qu'on est un sauveur. C'est pas parce qu'à un moment, à force de vouloir aider quelqu'un, on finirait dans une relation fusionnelle par vouloir le contrôler ou par s'en protéger parce qu'on ne sait plus comment l'aider, qu'on devient un bourreau. Ce mot est extrêmement fort. Je ne sais pas si on se rend compte qu'un bourreau, c'est quelqu'un qui torture, c'est un tortionnaire. Et quand on sait, moi j'ai beaucoup travaillé sur le traumatisme, donc j'ai eu des patientes et des patients qui ont été réellement torturés. Quand on sait ce que c'est que la torture, on arrête d'employer ce mot à tout va. Il n'y a pas des bourreaux à tous les coins de rue. Eh ben c'est pareil pour victime.
Bien sûr qu'on peut être victime d'une agression, victime d'un abus, victime d'un viol. Il y a des choses très très graves. Mais enfin, c'est pas parce qu'on se plaint ou qu'on n'est pas content ou qu'on râle, et ça peut faire du bien de râler, qu'on est tout de suite une victime. Vous voyez. Donc c'est très important, à mon avis, de revenir à nos mots, mes mots à moi, des mots qui soient des mots du langage de tous les jours et hors de schémas de pensée qui sont prédéterminés et qui finissent par être très violents. Donc voilà, quelques exemples de... Alors, Rudolf Steiner disait que le risque de la psychologie, c'est qu'elle nous enferme. Et Rudolf Steiner, tout de même un être particulièrement éclairé, je crois qu'il a tout à fait raison. Faisons attention quand nous utilisons des notions de psychologie, que ce soit toujours humblement, dans une position basse, comme on dit, pas en imposant les choses dans sa supériorité de sachant, même si on a lu ça le jour d'avant ou écouté ça à la radio et qu'on se dit tout d'un coup, je vais l'utiliser contre quelqu'un qui m'embête, ou pour essayer d'aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé, parce qu'en fait, ça aussi, c'est violent. Si je ne demande pas d'aide et qu'on m'impose quelque chose, c'est très violent. Donc tout ça, finalement, nous empêche d'être authentique. Eh bien, c'est pareil dans le domaine de la spiritualité, c'est pareil dans le domaine politique, c'est pareil dans le domaine religieux, c'est pareil dans le domaine syndical, etc. C'est-à-dire que tous les champs sociaux, tous les champs culturels ont leur jargon, ont leur savoir et finissent, si nous nous laissons fasciner, hypnotiser par ce savoir et ce jargon, finissent par nous éloigner complètement de notre authenticité. Et pour y revenir, eh bien, c'est passer du temps avec soi-même ou avec des personnes très proches qui sont suffisamment authentiques, et parce qu'on peut perdre le chemin de ses ressentis, le chemin de son intériorité. Donc ça n'est pas grave, il ne s'agit pas de s'en vouloir, il s'agit simplement de s'en rendre compte chaque fois que ça nous arrive, et se dire, je prends le temps, j'écoute la musique que j'aime, ou je vais me promener dans les coins que j'aime. Je sais que sur Instagram, tu nous montres des très très jolis coins où tu vas te promener, et ça fait toujours du bien, parce que là, on sent que tu es authentique, que tu es dans ton mouvement à toi, dans ton désir à toi, dans l'accueil de ce délice, de ce bonheur, de cette félicité de contempler et de savourer ces lieux qui sont porteurs pour nous. Mais ça peut être des lieux, des musiques, des romans, voilà, des peintures, ce qu'on veut, hein, et des personnes. Et là, quand on est vraiment avec les personnes ou les lieux ou les idées qu'on aime, ou qu'on est simplement dans le silence avec soi-même, c'est pas forcément une méditation, c'est voilà, je suis avec moi-même. On retrouve le chemin de l'intériorité, donc de l'authenticité. Et en quoi est-ce essentiel, même si tu en as déjà un petit peu parlé, mais en quoi est-ce essentiel pour chacune et chacun d'entre nous de nous exprimer tels que nous sommes? Alors, c'est essentiel à plus d'un titre. Et c'est beau que ta question contienne le mot essentiel, puisqu'on a parlé d'exister, donc c'est l'aspect existentiel. Mais c'est bien de le compléter par ce qui est essentiel. Donc l'existence, c'est justement l'expression d'une façon ou d'une autre, donc l'extériorisation d'une façon ou d'une autre, qui peut être extrêmement simple et humble, hein. On n'a pas forcément besoin de s'exprimer devant une foule dans un concert au Zénith, hein. L'existence, c'est ça, c'est comment je manifeste à l'extérieur de moi, pour moi-même et pour les autres, qui je suis, donc ma singularité. L'essence, c'est qui je suis à l'intérieur, comment se révèle à moi ma singularité, ce à quoi je tiens le plus, quelles sont mes aspirations les plus profondes pour ma vie, mon passage sur Terre, qu'est-ce que je souhaite vivre, connaître et apporter aux autres. Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est notre essence. Et aussi, quand on chemine, au bout d'un moment, on arrive à laisser de côté ou à laisser tomber tout ce qui est inutile, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui ne nous ressemble pas, tout ce qui finalement n'a pas d'importance pour nous. Et ça nous permet d'être de plus dans l'essentiel. Et c'est très beau de voir, grâce à ta question, cette dynamique entre mon essence et mon existence, ce qui est essentiel pour moi et comment je vais l'exprimer, comment je vais le vivre et le manifester, parce qu'il y a toujours
toujours il y a aucune opposition entre les deux. Il y a toujours de façon fluide un va-et-vient entre qui je suis au fond et qui je manifeste, comment j'existe, comment je m'exprime auprès des autres. Alors pourquoi c'est important? Si je suis dans ce mouvement-là, si je m'autorisais dans ce mouvement-là de ma singularité, tout de suite, comme tu le disais tout à l'heure, hein, tout de suite d'autres vont s'autoriser à le faire avec moi. Ils vont peut-être pas s'autoriser à le faire dans leur famille ou au travail parce que ce sont pas des environnements favorables, mais dès qu'on est avec une personne qui est dans la sincérité de ce mouvement de laisser émerger son essence en l'exprimant, de laisser émerger sa singularité en l'exprimant d'une façon ou d'une autre, ça peut être une simple présence, ça peut être un sourire, ça peut être un regard, c'est pas forcément des mots, mais ça peut être aussi des mots ou une œuvre artistique ou quelque chose qu'on fait, une façon de marcher parfois, hein, on voit des personnes qu'on connaît pas et qui ont une allure. L'allure, c'est pas simplement l'élégance physique, ça exprime quelque chose de quelqu'un. Ou dès qu'on voit, ou on entend une voix, on est en présence d'une âme, d'une personne, d'un être profond. On se dit waouh. Et rien que ça peut nous autoriser à exprimer notre propre singularité, à oser être qui nous sommes. Donc, je pense qu'il y a, comme tu disais, cet effet boule de neige, cet effet d'entraînement. Plus je suis dans ma singularité, plus je l'exprime, plus déjà je la vis, je l'incarne, plus je l'exprime, plus les autres se sentent autorisés à le faire. Il y a ça qui est très très important dans la dynamique de la révolution sensible, dans la dynamique de cette résonance, de cet écho, de plus je suis sensible et j'exprime ma sensibilité, plus les autres vont pouvoir le faire. C'est pareil avec la singularité, tout est lié chez l'être humain. Mais aussi pour soi-même, tant de maladies physiques ou psychiques ou psychosomatiques découlent invariablement, inéluctablement de ces empêchements que nous imposent parfois les autres, mais que nous nous imposons aussi, d'être vraiment qui nous sommes, en nous suradaptant à nos environnements ou à ce que nous croyons que nous devrions faire ou être. Et comme nous ne sommes ni authentiques, ni dans l'expression de notre singularité, ni dans ce jeu subtil, ce mouvement fluide de mon essence, existence, qui se nourrissent l'une l'autre, si je ne suis pas dans ce mouvement de la vraie vie, finalement, eh bien, je vais être soit déprimé, soit anxieuse ou anxieux, soit beaucoup plus stressé, soit voilà, il y a des personnes aussi qui développent des maladies physiques qui peuvent devenir invalidantes au bout d'un moment, simplement parce qu'elles ne s'écoutent pas. Ça demande de s'écouter, hein, on en a déjà parlé dans un autre podcast. C'est très important de s'écouter, d'écouter les autres. On le sait maintenant. Alors, ça peut paraître, en tout cas, c'est peu, je vais pas dire cliché parce que c'est peut-être un peu rebattu, mais tant pis parce que c'est important. Si je m'écoute, je suis capable d'écouter les autres. Et si j'écoute bien les autres, je suis capable de mieux m'écouter. C'est pas simplement dans un sens, hein. C'est pas simplement je m'écoute bien, donc j'écoute bien les autres, ou je m'écoute suffisamment, j'écoute suffisamment les autres. C'est aussi parce que j'apprends dans ma vie, dans mon existence, à être de plus en plus à l'écoute des autres, que en retour, quand je me retrouve seul avec moi-même, je vais pouvoir mieux m'écouter. C'est tout le temps, cet aller-retour entre soi et autrui. Et qui est magique, moi je trouve, qui est absolument enthousiasmant parce que autant on ne peut pas être tout le temps avec les autres, on ne peut pas non plus être tout le temps avec soi-même. Ouais. Il y a toujours cet équilibre, effectivement, ouais, tout à fait. Oui. Et je trouve j'aimerais juste rebondir sur ça, sur ce point-là, c'est qu'en fait, quand on se met dans cette démarche-là d'aller vers sa singularité, il y a aussi cet effet dynamique où grâce aux autres, en fait, on va grandir. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on est, comme tu disais, bon là, je remonte un peu quelques questions auparavant, mais c'est vrai qu'au début, quand on emprunte ce chemin, on se sent seul et ça peut faire terriblement peur. Mais en même temps, il y a ce côté réjouissant, c'est qu'à un moment donné, on va rencontrer des gens, et même si on ne rencontre pas tout de suite des gens qui sont dans cette même dynamique, on va se rendre compte que les autres vont nous faire grandir, parce qu'il y a toujours cet écho, en fait. Et c'est c'est ce qui va permettre aussi, je trouve, de réajuster un petit peu son propre comportement, parce que moi, je sais que, par exemple, j'étais quelqu'un beaucoup à l'écoute, et des gens, j'ai toujours été très empathique, mais j'étais pas forcément à mon écoute. Et
tu vois, le rapport que je pouvais avoir avec les autres m'a fait aussi prendre conscience que je n'étais pas à l'écoute de moi-même. Et du coup, tu vois, il y avait des réajustements par cet effet miroir, en fait, que je pouvais avoir. Parce que c'est vrai que très souvent, on se dit, ce qu'on inflige à l'autre, c'est ce qu'on s'inflige à soi. Mais je prends l'exemple de l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui est pourtant très à l'écoute des gens. Et j'étais la première à penser aux besoins des autres avant de penser à mes propres besoins. Oui, Donc, oui, c'est très intéressant ce que tu dis et ça complète vraiment ce que je viens de proposer. Parce que, en fait, suivant l'importance qu'on s'accorde et les croyances que l'on a, ou les blessures d'une histoire, hein, aucune histoire n'est sans blessure, c'est comme ça, et c'est peut-être mieux que nous soyons toutes et tous placés à la même enseigne. Suivant tout ce que nous avons vécu, effectivement, on peut s'orienter beaucoup vers les autres ou beaucoup vers soi. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu parlais d'équilibre, il y a au début un déséquilibre et qu'on a besoin de retrouver pour soi le meilleur équilibre. Et sachant que, encore une fois, dans cette libre détermination, dans ce vécu de la singularité, ce n'est pas l'autre ou un sachant, un expert psy, je ne sais où trop quoi, qui va nous dire comment trouver cet équilibre. C'est vraiment, là encore, unique, spécifique, singulier. C'est dans quel déséquilibre je suis, et de toute façon, comme la vie est mouvement, on n'est jamais complètement en équilibre, mais de repérer nos déséquilibres, comme celui dont tu viens de parler concernant ton écoute de toi-même, de repérer nos déséquilibres nous permet de réajuster. Et ce réajustement, il est singulier, il est unique, il est personnel. Ouais, c'est important effectivement de le rappeler ça. Et pour revenir à ton ouvrage, qu'as-tu souhaité transmettre justement à travers ton nouvel ouvrage Oser votre singularité paru chez Erol? Alors, je dirais beaucoup d'amour. Je souhaitais transmettre beaucoup d'amour. Et concrètement, parce que l'amour c'est un mot comme ça qui correspond à un sentiment très fort, mais qui n'est pas forcément au rendez-vous tous les jours, hein, et dans tous les instants que nous vivons avec les autres ou avec nous-mêmes. Plus concrètement, de l'indulgence, être indulgent avec soi-même ou indulgente avec soi-même, bien sûr avec les autres, mais là, je pense que dans ce chemin-là, ça commence par être indulgente et indulgent avec soi-même. De l'ouverture parce que dès que nous souffrons, dès que nous avons peur, dès que nous sommes critiqués, nous nous fermons. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Et les personnes qui donnent l'impression d'être extrêmement sûres d'elles-mêmes, qui répondent du tac au tac, etc., ça ne veut pas dire qu'elles se ferment pas. Ça veut dire que dans leur processus, dans leur phénomène défensif de réponse ou de réaction ou d'attaque, il y a une fermeture invisible. Pour les autres, c'est sûr, mais pour elles peut-être aussi, qui leur permet justement de prendre le dessus dans la situation. Mais quoi qu'il en soit, chez tous les humains, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile à vivre, nous nous fermons. C'est comme ça. On le voit chez certains animaux, certaines plantes, mais nous avons le même fonctionnement psychique. Et comme nous sommes dans des temps particulièrement durs, de crise à tous les niveaux, pas simplement sanitaire, de crise vraiment à tous les niveaux, et au niveau économique, politique, social, culturel, etc. Et d'un certain côté, c'est très bien parce que ça requiert de nous de créer une nouvelle société, une nouvelle façon d'être, un nouveau monde. On va pas pouvoir faire autrement, hein, même du point de vue climatique, dans tous les aspects du monde. Maintenant, la crise est globale. Elle est à la fois globale dans tous les pays du monde, mais aussi dans tous les aspects de nos sociétés. On ne va plus pouvoir reculer parce que tant que c'était que climatique ou que économique ou que spirituel, je ne sais trop quoi, ou que politique, on pouvait se dire bon ben voilà, il y a une crise politique, on va la régler, puis après tout sera comme avant, on va continuer. Maintenant, c'est plus possible. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on est obligé d'aller justement vers l'essentiel pour chacune et chacun d'entre nous, dans le respect de l'autre. Donc, ce que j'ai voulu apporter, c'est l'ouverture. Que quand il se passe quelque chose pour moi de difficile, si je reconnais, si je ressens que je me ferme, que je puisse de nouveau me réouvrir à moi-même, mes besoins, mes désirs, mes aspirations,
mais aussi aux autres, en tout cas à celles et ceux qui me sont chers, et pourquoi pas à des personnes qu'on connaît pas, mais avec qui on peut passer un bon moment de discussion ou apporter une aide ou voilà ou rendre un sourire ou voilà redonner courage, parfois confiance, ça peut être important, ou en témoignant de notre existence. Les témoignages sont très importants quand ce sont des témoignages vraiment profonds. Ils résonnent en nous parce que on y reconnaît la patte humaine, le fond d'humanité de chacune et de chacun, et ça vient nous solliciter dans notre humanité. Donc j'ai écrit ce livre pour ça, mais aussi vraiment comme une espèce de déculpabilisation pour décomplexer les personnes comme toi et moi qui essayons justement de suivre le chemin de notre singularité, d'oser nous autoriser à être nous-mêmes et à en vivre, c'est-à-dire pas simplement comme ça de temps en temps, mais vraiment en vivre au quotidien. Et c'est ardu, c'est exigeant, c'est même difficile financièrement, ça nous expose, voilà, et que toute cette belle humanité émergente, surtout dans la jeunesse, parce que pour ce livre, je n'ai interrogé que des jeunes, et surtout des jeunes femmes, d'ailleurs, parce que dans la chaîne d'enquête qui s'est faite, du bouche à oreille, parce que pour chaque livre, la méthode de l'enquête est différente. Là, c'était un peu une espèce de cascade. Une personne répondait au questionnaire, puis disait mais j'ai une amie qui aimerait bien répondre, etc. De fil en aiguille, je me suis retrouvé et j'en étais vraiment très très heureux, avec beaucoup de jeunes femmes qui ont répondu au questionnaire et qui expriment un ras-le-bol. Vraiment, la jeunesse. Les jeunes expriment un ras-le-bol face à une société trop bien pensante, trop correcte, où il faudrait tout faire bien, le yoga, l'alimentation, la pensée positive, le ci, le ça, et où on n'a plus de place pour déconner. On n'a plus de place pour rigoler. On n'a plus de place pour souffler, dire ouf, sortir un ou deux gros mots de temps en temps, ou alors se lâcher et se dire aujourd'hui j'ai pas médité ou j'ai pas fait de yoga. Et alors aujourd'hui je râle, je suis pas positive ou positif. Et alors vivons. Donc en fait c'est ça, c'est retrouver l'élan de vie, qui est un élan forcément naturel, spontané, enthousiaste. Il y avait une très belle chanson quand j'étais enfant. Moi, je suis né en 1966, donc je commençais à être âgé. C'était L'eau vive. Je crois que c'est Béard qui chantait cette. Elle court, voilà. Bon, c'était une très belle chanson parce que l'image que j'ai, c'est que la vie, c'est une eau vive. On ne peut pas l'arrêter. On va pas pouvoir faire de barrage. Sinon, c'est plus une eau vive. C'est fini, quoi. Eh bien, laissez-nous vivre. Un peu, c'est le message de ce livre, c'est laissez-nous vivre et laissons-nous vivre nous-mêmes. C'est retrouver cette liberté intérieure qui nous permet de vraiment être bien, d'être beaucoup mieux, en fait, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et, fin du livre, faisons-le ensemble. Alors, faisons-le d'abord pour nous-mêmes si nous préférons commencer par nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont préférer commencer par elles-mêmes. Mais après, vraiment, ça n'a de valeur et d'intérêt que si nous partageons cet élan de vie, cette liberté intérieure avec d'autres dans des beaux échanges d'authenticité où chacune et chacun peut exprimer sa singularité, la vivre et la mettre en œuvre. C'est très beau et c'est vrai que ce qui me vient, il y a deux mots, c'est ce côté cyclique de la vie, le côté où effectivement, voilà, après, j'ai toujours moi c'est une expression qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie, donc c'est celle qui me vient. Mais après la pluie, le beau temps, mais c'est ça en fait, il y a ce côté cyclique. Et le deuxième mot qui me vient, c'est accepter ce qui est finalement, et juste ce qui est, et que voilà, peu importe que j'ai pas fait ma méditation aujourd'hui, peu importe si aujourd'hui je suis rognon, enfin, ce qui me vient, il y a pas que du positif, il y a les deux, mais c'est pas grave. Comme il y a ce côté cyclique, finalement, voilà, ça permet aussi de dédramatiser et aussi de se dire, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est la vie. Exactement, mais c'est exactement c'est la vraie vie. Mais c'est important de le rappeler et d'insister dessus parce qu'on a tendance, effectivement, surtout dans le développement personnel, à l'oublier parce qu'on nous prône beaucoup de positif, etc. Mais il n'y a plus de place pour les émotions et tout ce qui peut être plus négatif. Et encore, est-ce que c'est plus négatif? Parce que souvent, le négatif peut nous permettre autre chose derrière. Donc, c'est différent.
Oui. C'est ça, C'est exactement. différent, c'est peut-être inconfortable et Oui, plus perturbant, mais ça fait partie de la vie aussi, ça oui, fait partie de la vie, tout de à fait. notre vie aussi. Ouais. Oui. Et puis tout nous apporte quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, Oui, ce que je trouve oui, je suis positif d'accord. comme le négatif. Et tout aussi inconfortable qui peut être, mais mine de rien, il peut aussi nous apporter des choses, mine de rien. Tout à fait, tout à Et, fait. et comment peut-on favoriser justement l'expression de notre singularité? Je crois que c'est comme tout apprentissage de quelque chose de vraiment nouveau. Euh, pour une personne qui ne sait pas nager, elle a peur de l'eau. Euh, et elle met premier doigt de pied, deuxième doigt de pied, un pied, l'autre, elle va jusqu'au genou, et puis après elle va jusqu'au ventre, et elle nageote la première fois, et elle s'en faisait une montagne. Alors qu'elle se dit, bah, j'ai nageoté, je suis resté là où j'avais pied, même sans prendre de cours, j'ai réussi à aller dans l'eau. Et la deuxième fois, ça va être plus rapide. Etc., etc. Et moi, j'ai connu des gens qui n'avaient jamais pris de cours de natation et qui, après, nageaient très, très bien et adoraient l'eau. Se débrouiller complètement. Alors, c'était leur nage à elles ou à eux, mais ça marchait. Et ben, c'est pareil pour la singularité. C'est-à-dire qu'au début, on y va avec le gros orteil, on n'y met plus le pied, puis la jambe, etc. C'est-à-dire que si on commence pas, ben, on restera toujours avec des rêves d'exprimer sa singularité, de s'autoriser à être soi-même, et on le fera pas. Donc, ce qui compte, c'est d'y aller, de se lancer. Alors, il ne s'agit pas de plonger dans l'eau, pour reprendre la même image. Il s'agit vraiment d'y aller pas à pas, à son rythme, comme on souhaite, C'est ça, à son rythme. et d'y trouver du plaisir. Et en fonction du plaisir et de l'aisance et petit à petit du bonheur et de la joie de patauger, dans cette singularité qui nous étonne autant qu'elle nous épate parfois ou autant qu'elle nous décontenance. Enfin, il y a tous les vécus humains, toutes les émotions humaines et les sentiments humains sont vécus chaque fois qu'on se lance dans l'expérience de sa singularité. Donc ça, c'est très important. Et dédramatiser complètement l'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec sur ce chemin-là. C'est un chemin d'expérience qui se suivent, qui peuvent se ressembler ou ne pas se ressembler, qui peuvent être plus ou moins faciles ou difficiles, qui peuvent être désagréables ou agréables, ou tout ça mélangé, parce que parfois dans une même expérience, il y a du facile et du difficile, de l'agréable et du désagréable, et il n'y a pas d'échec. Je me lance, je commence à marcher sur ce chemin de ma singularité, je vois ce qui se passe, j'expérimente, et je vais rencontrer d'autres personnes avec qui je vais pouvoir partager. Et donc, c'est de faire le premier pas. Hein. C'est classique ça aussi, mais de faire le premier pas, de se lancer et de continuer sur ce chemin. Voilà, en cueillant les fleurs qu'on y trouve ou les cailloux qu'on aime, en se reposant quand on est fatigué, en prenant le temps de s'arrêter pour parler avec d'autres et en continuant. Mm. Et c'est vrai que ce qui me vient, c'est vraiment cette mise en mouvement. Et cette mise en mouvement aussi permet de prendre confiance en soi. Parce que justement, et un autre mot qui me vient, qui se télescope en même temps, mais c'est aussi justement ne pas avoir peur de l'échec. En fait, c'est d'y aller, de se mettre en mouvement. Et puis, de toute façon, il n'arrivera rien en fait. Tout est apprentissage et c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que moi-même, je suis passée par là et je suis encore en chemin. Je suis loin d'être arrivée. Je pense que c'est le chemin d'une vie. Mais c'est vraiment important aussi et la confiance arrive au fur et à mesure. Quelque Oui, chose que j'ai remarqué. oui, c'est très juste, c'est très beau ce que tu dis. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'est cette réalité cosmique. L'âme ne meurt pas. Tout à fait. Quelles que soient nos croyances, moi j'ai pas forcément de croyances très définies. Je suis ouvert à tout ce que j'entends et je trouve ça très beau de pouvoir justement accueillir des propositions différentes. Mais ce dont je suis sûr, ne serait-ce que parce que j'ai fait l'expérience d'une mort imminente quand j'étais tout petit. Enfin, je suis passé de l'autre côté, je suis revenu parce que vraiment j'en ai le souvenir. L'âme ne meurt pas. Et ce qui fait que quand tu dis, je sais pas comment tu l'as formulé, mais sur ce chemin, il n'y a pas d'échec, tu l'as dit avec tes mots à toi. Euh, C'est-à-dire que tout est expérience dans la mesure où même dans le pire des cas où le corps meurt, il y a quelque chose qui sera aussi un apprentissage à ce moment-là pour l'âme. Mais sans aller jusque-là, sans aller jusque-là. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si c'est éprouvant, même si on ne sait plus comment faire, même si c'était pas comme on voulait, même si on nous fait des critiques, eh bien, à chaque fois, ce sera pour notre soi ou notre âme ou notre être profond. On dit les mots qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Ce sera pour notre être profond une occasion
d'apprentissage, de découverte, de dépassement, et que cette découverte et ce dépassement sont toujours une joie, même dans les plus graves douleurs des deuils ou de choses qui ont été vraiment très très éprouvantes pour nous. L'issue, ce que nous en avons appris, ce que nous avons pu découvrir sur nous, est une joie. Ouais. Ce qui veut dire que ce chemin-là, le chemin de la singularité, est un chemin pavé de joie, ou je sais pas, fleuri, on va dire, fleuri de joie. Ouais, je trouve très jolie cette image de floraison. Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin? Alors, plusieurs petits mots de la fin. D'abord, ne pas craindre les critiques, et je le dis d'autant plus facilement que pour moi, les critiques sont très difficiles à vivre. Mais d'essayer de comprendre que les autres nous critiquent à partir d'eux-mêmes, à partir de leurs histoires, de leurs limitations, de là où ils en sont, de ce qu'ils ont découvert ou pas découvert, de ce qu'ils attendent aussi, de ce qu'ils croient, de ce qu'ils s'infligent ou s'imposent, etc. On est toujours critiqué du côté de la violence de l'autre, et nous critiquons toujours du côté de notre propre violence. Donc bon, comme le monde est long à évoluer vers la non-violence, nous sommes critiqués, nous pouvons en prendre quelque chose si nous le souhaitons, mais ne pas se laisser arrêter en tout cas par les critiques de l'autre. Continuons à avancer sur le chemin de la singularité, de notre singularité, et là encore sur ce chemin, rencontrons les autres. Faisons-le avec d'autres dans la joie, la légèreté, la bonne humeur, l'amour, la tendresse aussi, la douceur, la délicatesse, la générosité. Essayons de mettre toutes ces valeurs de co-création, de coopération, de solidarité dans la recette de notre je sais pas comment dire, de notre grande tambouille de singularité, voilà. Mais je rebondis sur ça qui est très important, c'est de se libérer aussi du regard de l'autre, des critiques de l'autre, parce qu'au final, c'est sa propre réalité à elle. Tout comme nous, on a chacune d'entre nous a sa propre réalité. Et justement, je pense que c'est aussi, alors j'aime pas le terme, mais c'est celui qui me vient, mais c'est pas forcément le plus adéquat. Mais quelque part, quand on décide d'emprunter ce chemin vers la singularité, c'est comme si on passait un pacte avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose, c'est de soi à soi. Alors, et justement, comme tu dis si bien, c'est au départ, en fait, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Il y a ce côté de on est tout seul sur son chemin au début, c'est vraiment de soi à soi, mais après on s'ouvre, et c'est ça ce qu'il y a de très joli, c'est que en fait l'environnement après, il y aura plus de critiques, il y aura plus tout ça, parce qu'en fait on est dans la même dynamique, et c'est ça en fait. Et quelque part il faut pas, parce que c'est vrai qu'au début c'est compliqué, on n'est pas forcément compris. Alors encore avant on n'est pas compris parce que souvent on est en quête, de sens, de quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle. Puis après on a les critiques de mais pourquoi t'y vas, c'est n'importe quoi. Donc tout le long en fait, mais c'est comme pour nous dissuader d'y aller, mais au contraire il faut continuer le chemin, parce que j'allais dire c'est le pacte, mais c'est pas forcément le meilleur terme, mais de soi à soi. En tout cas c'est ce qui me vient. Oui, merci pour cette très belle idée. En fait, on peut simplement dire l'alliance, une alliance de soi à soi, parce que ça nous rend notre meilleur allié, c'est nous-mêmes notre meilleur allié, avant d'avoir d'autres alliés sur ce chemin qui sont aussi des personnes dans l'expression de leur singularité. Et ce que je voudrais peut-être dire pour terminer, m'adresser directement à celles et ceux qui nous écoutent, si dans ce que nous avons dit, qui ne sont que des propositions, qui ne sont pas du tout des vérités, absolument pas un savoir, mais des propositions très humbles de nos expériences de vie, si dans ce que nous avons dit quelque chose résonne, parlez de ce podcast autour de vous et des podcasts que fait Sophie, parce que le changement du monde, cette révolution sensible, vous l'appelez-la comme vous voulez, cette transformation de notre communauté de vivants, d'humains, elle ne peut se faire que si ce genre d'idées favorables à l'humain et à la singularité circulent le plus possible pour germer partout dans les cœurs. Un grand merci. Un grand merci à toi, ça va, je suis très touchée par tes mots, vraiment. Merci. Merci.
Un grand merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide d'autres personnes à découvrir ce podcast. En plus, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Un très grand merci pour tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour le faire. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.